Nous y voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans cette année. Bonjour à tous, bienvenue dans cette année 2026 et bienvenue dans cette vidéo pour raconter un peu comment s'est passé 2025 chez Asphalt de l'intérieur. À ma droite, William, CEO d'Asphalt. Salut à tous. Et à sa gauche, Rodolphe. Aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu de 2025, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on vous a caché, tout ce que vous savez pas forcément, en 2025 et des projets pour 2026. Peut-être, William, on peut commencer par revenir un petit peu sur ce qu'est Asphalt et comment ça s'est passé ces dernières années pour arriver à 2025. Ouais, carrément. Je vais essayer d'être bref. Donc, Asphalt, déjà, effectivement, on a fêté nos 9 ans là, il y a quelques semaines. Et on a démarré sur un vestiaire homme avec une idée en tête depuis le début, c'est cette notion de qualité accessible. Donc, arriver à trouver une manière de faire en sorte que justement les gens aient accès à une qualité exceptionnelle à un prix qui reste abordable au plus grand nombre. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place un système de précommande. C'est pour ça qu'on a mis en place cette manière très particulière de développer les vêtements, notamment en collaboration avec les clients, avec la co-création. Et voilà, on a cette vision de faire un vestiaire vraiment des plus beaux classiques du vestiaire, classique vraiment dans le bon sens du terme. Et à la fois sur l'homme, puisqu'on a démarré il y a 9 ans sur un vestiaire homme, et sur la femme depuis maintenant 4 ans. Voilà ce qu'est Asphalt. Et puis, comment on en est arrivé là En fait, il y a eu plusieurs phases chez Asphalt, mais une première phase de 4-5 ans d'insouciance, de folie, 4-5 ans qui ont été assez incroyables, où voilà, ça a grandi de manière assez exceptionnelle. On a été très porté aussi à un moment donné par le Covid et le fait que le e-commerce a beaucoup grandi pendant le Covid. Donc ça, c'est 2016-2021. En 2022, on a pris un coup de pelle monumental sur la tête. Ça a été extrêmement violent. On a failli y passer. Et finalement, on a réussi à s'en remettre et on est sorti de là plus fort que précédemment. On a changé pas mal de choses dans la manière d'organiser les équipes et de piloter un peu la boîte, quoi. Donc voilà, 2022, une année un peu de transition. Et depuis 2023, on est un peu justement dans une nouvelle manière d'opérer la boîte qui fonctionne extrêmement bien. Et donc 2023-2024 ont été déjà des bonnes années. Et 2025 a été une année exceptionnelle dont on va parler aujourd'hui. On y vient. Et tout de suite, 2025. En un mot, comment est-ce que tu définirais l'année 2025 ? Exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors déjà, elle n'a pas été exceptionnelle pour tout le monde. On sait que l'industrie va pas super bien. Ouais. Nombre de concurrents qui mettent la clé sous la porte et ça nous fend le cœur à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que cette année a fonctionné ? Pas mal de choses. Écoute, je pense que ça fait effectivement depuis 2023 qu'on a reconstruit sur des bases beaucoup plus solides et 2023 qu'on s'est vraiment aussi... on a pris le temps de se poser la question de où est-ce qu'il fallait qu'on aille pour les 4-5 prochaines années. Chose qu'on faisait pas vraiment avant, tu vois, il n'y avait pas vraiment de strat à 5 ans, il y avait une vision très long terme, et voilà. Et je pense que ça nous a pas mal aidé, et donc ça fait depuis 3-4 ans qu'on est maintenant hyper focalisé sur un sujet principal et un mot qui est la qualité, et donc la qualité à la fois du produit, du marketing, du service. On est convaincu que c'est le nerf de la guerre pour faire en sorte de à la fois fidéliser nos clients, mais aussi en acquérir des nouveaux qui eux-mêmes deviendront fidèles. Et donc, on a effectivement changé un petit peu notre manière de fonctionner, où nous deux, typiquement, on est extrêmement présents avec les équipes produits et marketing, parce que justement, c'est un peu ça qu'on a su faire dès le début, et je pense que c'est là où notre rôle est le plus important, c'est de s'assurer que le plus important, c'est encore une fois, avant tout, les produits qu'on fait et la manière dont on les présente à nos clients. On a clairement remis les mains dans le cambouis, ce qu'on faisait de moins en moins en fait à mesure que l'équipe grossissait. Ouais, carrément. C'est vrai que l'équipe grossissant, on s'est dit, il faut qu'on prenne du recul. Et en réalité, et moi j'en ai parlé aussi avec pas mal de dirigeants de marques de mode et tout, en tant que dirigeant de marque de mode, il faut jamais qu'on soit loin du produit, jamais qu'on soit loin de la manière dont on le présente à nos clients, parce que c'est le cœur du réacteur. Et je pense que la raison pour laquelle Asphalt a bien démarré, c'est aussi parce que ce travail-là, on l'avait bien fait. Et donc conserver l'ADN de la marque, c'est extrêmement important, et donc on a été très présent avec les équipes et tous très focalisés pour mettre un grand niveau de qualité dans ce qu'on proposait. Et donc finalement, je pense qu'il y a un peu un effet boule de neige positif de ce travail-là qui a été fait, où en 2023 ça s'est amélioré, 2024 un peu mieux, et puis 2025 encore un peu mieux. Donc je dirais que c'est ça, c'est vraiment l'attention aux détails, le focus de toute l'équipe sur la qualité. C'est ça qui finit par vraiment payer. À quoi est-ce qu'on voit que ça a payé ?
Déjà les chiffres, on fait une année avec une très belle croissance, avec aussi une boîte qui est de plus en plus saine, qui est rentable. Donc c'est extrêmement important pour continuer d'investir dans des nouveaux produits, des nouveaux développements. On le voit, je pense, aussi par la stabilité de l'équipe. C'est sûr que quand on est dans des phases de croissance assez importantes comme là on retrouve, c'est pas facile tous les jours, c'est assez intense. Parfois ça tire un peu la langue, mais on a une équipe qui est quand même hyper soudée, qui je pense, pour la plupart en tout cas j'espère, j'ai l'impression, kiffent ce qu'ils font au quotidien. Donc on ressent quand même une énergie très positive dans l'équipe, et puis les chiffres qui suivent derrière. La qualité pour les clients, elle se ressent au niveau du produit. Est-ce qu'on a des chiffres qui montrent que la qualité augmente ? Ouais, alors la manière dont on se fixe des objectifs collectivement, c'est que justement, on a des objectifs très chiffrés qu'on se donne annuellement. Et donc, sur la qualité produit, on avait des chiffres qui sont les notes de satisfaction que nous donnent les clients après avoir reçu leurs produits. Aussi, les taux d'échange et de retour. Et là-dessus, effectivement, cette année, ça a été assez exceptionnel. On a eu des croissances principalement sur les notes de satisfaction, vraiment très grosse croissance sur les notes de satisfaction, donc c'est hyper satisfaisant pour les équipes et ça montre que le travail qu'on fait au quotidien, il paye vraiment. C'est marrant, souvent quand on parle d'une boîte de mode, on a l'impression qu'à mesure qu'elle grandit, la qualité diminue parce que la recherche de rentabilité et tout ça. Est-ce que chez Asphalt, atteindre la rentabilité, c'est compatible avec le fait d'augmenter la qualité ? Ouais, moi je suis convaincu que oui, et effectivement, c'était mieux avant. C'est une phrase qu'on peut entendre dans cette industrie quand on parle de marques qui évoluent, etc. Ouais, mais c'était beaucoup mieux avant. Moi je pense que quand une marque est pilotée toujours avec la même ADN, souvent aussi avec une équipe fondatrice qui reste en place, parce que quand il y a des gros changements, pour le coup, là, ça peut évoluer. Mais à l'inverse, je pense qu'il y a une amélioration de l'exécution au quotidien qui se fait. Et nous, on l'a vu très très clairement. C'est-à-dire que quand on a démarré il y a 9 ans, et même si on se remet 4 ans en arrière, la qualité de l'équipe produit, par exemple, si on parle de la qualité produit, n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Forcément, on avait moins de moyens à l'époque. Aujourd'hui, on a les moyens de s'entourer de gens vraiment exceptionnels, chacun spécialisé dans leur typologie de vêtements, la maille, le chaîne et trame, etc. Donc aujourd'hui, on a une équipe, des process, une expérience qui est beaucoup plus forte qu'il y a quelques années. Et donc au final, le niveau de qualité aujourd'hui est bien meilleur qu'il ne l'était il y a quelques années. Et ensuite, il y a un dernier facteur, c'est que quand même, en grandissant, on a des volumes qui aussi évoluent. Et donc du coup, on est capable de nouer des partenariats plus forts avec nos sous-traitants portugais pour la plupart. Et donc on est capable de très très bien acheter aussi, c'est-à-dire pour le même niveau de qualité qu'il y a quelques années, on est capable d'acheter un peu moins cher ou alors au meilleur prix, alors qu'il y a eu une énorme inflation en face. Donc moi je suis convaincu, et je pense que, en tout cas c'est ce qu'on est en train de nous se prouver en interne, que plus on avance, meilleur est le rapport qualité-prix chez Asphalt. Sur le marché, on voit une forte inflation due à l'augmentation des coûts de production. On l'a vu chez toutes les marques. Comment est-ce que nous, on se situe par rapport à cette inflation ? Ouais, alors une de nos grandes fiertés, c'est justement que sur les produits les plus importants de notre gamme, donc c'est les produits qu'on appelle en interne les éternels. Donc c'est le pull parfait, le jean ultime, les sneakers, le t-shirt, etc. Quoi. Voilà, c'est les best-sellers qui sont d'ailleurs les mêmes chez l'homme et chez la femme. Sur ces produits-là, en fait, nos prix n'ont pas bougé depuis qu'on les a lancés. Chez l'homme, le jean, ça doit faire 8 ans, le pull 9 ans. Le t-shirt, c'était 2020, donc voilà, ça fait bientôt 6 ans. Et c'est les prix qui n'ont pas bougé. Et ça, c'est génial pour nous parce que on a l'impression que du coup, juste, on a un rapport qualité-prix qui se stabilise, mais en réalité, non, il s'améliore puisque en face, les prix de tous nos concurrents sont montés. Donc ça, c'est une grande fierté et c'est justement vraiment ce qui nous montre que rendre la qualité accessible, c'est possible, et plus le temps passe, plus c'est possible, puisque encore une fois, on a de plus en plus les moyens de bien acheter les produits, etc. Après, à côté de ça, il y a certains produits sur lesquels, effectivement, on fait peut-être un petit peu moins de volume, des produits qu'on lance une fois par an, sur 6 jours. Je pense par exemple au Bel Impair qui est dans une matière Ventile, qui est une matière exceptionnelle. La matière Ventile, je crois qu'elle a fait plus 30%. En quelques années. Là, pour le coup, nos volumes, ils n'ont pas forcément fait x2, x3 sur ce produit-là. Donc là, on est obligé de répercuter un petit peu quand même la hausse du prix de la matière sur le prix de vente du produit. Donc il y a quelques produits qui ont augmenté, mais le cœur du vestiaire Asphalt, lui, n'a pas augmenté, et donc son rapport qualité-prix s'est plutôt amélioré dans le temps. En termes de mission de rendre la qualité accessible, en fait, on s'en rapproche de plus en plus d'année en année.
Ouais, carrément. Et on aimerait s'en approcher encore plus parce que voilà, on reste convaincu que c'est un gros problème le fait que beaucoup de gens en France et partout dans le monde d'ailleurs achètent des vêtements fabriqués dans des très mauvaises conditions, dans des matières assez cata et tout. On est envahi de produits de mauvaise qualité quand même. Et, mais par contre, on est aussi convaincu que pour convaincre les gens de passer à un grade supérieur de qualité, c'est impossible si tu leur vends des jeans à 200 balles, des pulls à 200 balles, etc. Là, du coup, tu deviens une marque qui s'adresse à vraiment des clients très niches, CSP++, ou alors des passionnés de mode, etc. Donc nous, tout l'enjeu, c'est justement d'avoir un positionnement prix qui permet à beaucoup plus de gens d'avoir accès à cette qualité. Et par exemple, notre jean, il est à 99 € en précommande. C'est maintenant moins cher qu'un jean chez Levi's. Pourtant, il y a des millions de Français qui s'habillent et qui s'achètent des jeans Levi's. Donc nous, on est convaincus qu'un jour, on pourrait avoir des millions de Français qui s'achètent un jean Asphalt. Ce serait formidable. Vous nous écoutez, la France? Sur les chiffres, maintenant, on peut faire un petit tour d'horizon sur peut-être le nombre de clients qu'on a, hommes, femmes, comment ça a performé, quelles sont les grandes tendances de l'année 2025? Ouais, carrément. L'année 2025, elle a été exceptionnelle, notamment parce qu'on a connu une croissance sur tous nos marchés. Donc déjà, on est sur 2 géographies principales. La France, qui est évidemment notre marché numéro 1, mais l'Allemagne, qui est notre deuxième marché et qui est vraiment surperforme depuis quelques mois. Et puis, on a connu aussi des très, très belles performances à la fois sur l'homme et la femme. Et donc là, on finit l'année à un peu moins de 400 000 clients au global chez Asphalt. Et on a à peu près 250 000 clients hommes et 150 000 clientes femmes. Donc la femme a connu vraiment une croissance assez dingue ces dernières années. C'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires là, sur l'année 2025. Voilà, c'est une année qui est exceptionnelle en tout point puisque on a une croissance partout sur tous les marchés. Formidable. Il y a un autre gros changement qui s'est passé ces dernières années, enfin ces 2 dernières années chez Asphalt, c'est l'ouverture de nos 2 premières boutiques. Yes. La première qu'on a ouverte fin 2024 Ouais. et donc la deuxième qu'on a ouverte à Bordeaux. Ouais. Ça fait qu'on arrive à la fin d'un exercice complet d'une boutique à Paris et on a ouvert une deuxième boutique en septembre à Bordeaux. Ouais. Pourquoi faire du retail et qu'est-ce que ça nous apporte? Quasiment depuis le premier jour d'Asphalt, quand même, on reçoit des messages de gens qui nous disent « Elle est où la boutique? Où est-ce qu'on peut essayer ?» Donc voilà, c'est quand même assez naturel pour des clients d'une marque de vêtements de se poser la question de est-ce qu'il y a moyen de venir essayer, toucher la qualité, essayer les coupes, quoi. Donc c'est un truc qu'on a dans un coin de la tête depuis le début. C'est un truc sur lequel on n'était pas du tout focalisé au départ parce que déjà ça marchait très très bien online et en plus on a ce modèle de précommande qui fait que ça paraissait complètement incompatible avec le retail. Finalement, on a fait des premiers tests de retail. On a fait un pop-up entre les 2 premiers confinements à Bordeaux pour faire un petit test. Ça avait bien fonctionné. On s'était dit, OK, il faut qu'on aille à Paris. C'était le bordel avec le Covid et tout. Donc, on a repoussé le truc. On a repris en 2023 avec des pop-up stores. Et là, donc à Paris cette fois. Et ça a vraiment cartonné. Ça nous a permis de recruter plein de nouveaux clients. Plein de gens en fait qui nous connaissaient mais qui n'avaient jamais sauté le pas parce qu'on était en ligne. Ça nous a permis aussi de rencontrer nos clients, pousser l'expérience et tout. Donc, c'était dingue. Et voilà, et donc finalement, on y est allé vraiment petit à petit, on n'a pas voulu prendre de risques. Et on a ouvert cette première boutique en septembre 2024 qui marche super bien. Donc voilà, donc ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an et elle cartonne, on est trop contents. Et puis le gros pari, ça a été d'ouvrir dans une autre ville en France. Donc on a commencé par Bordeaux, évidemment, parce que c'est 1 kilomètre des bureaux, donc hyper pratique. Et donc on a ouvert là, le 1er octobre, on est quasi fin décembre et ça se passe super bien, on est trop contents. Et donc voilà, si ça marche à Bordeaux, il n'y a pas vraiment de raison que ça ne marche pas non plus à Lyon, à Lille, potentiellement à Nantes et tout. Donc l'idée, c'est pas d'ouvrir 150 boutiques en France, mais en revanche, on est très très chaud pour aller ouvrir une boutique dans chaque grande ville française parce que, voilà, encore une fois, ça a du sens pour nous pour aller recruter des clients qui nous suivent et qui n'osent pas se lancer et aussi aller à la rencontre de nos clients les plus fidèles dans chacune des grandes villes françaises. Ouais, il me semble que c'est 50% de nouveaux clients Ouais, par c'est boutique Ouais. à Bordeaux et à Paris. Donc Exactement. c'est exactement la même typologie de fonctionnement dans les 2 villes, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, à la fois, effectivement, on a cette capacité, comme voilà, on est une marque qui est très présente online, à ramener du monde dans les boutiques et faire en sorte que justement, ça crée un trafic et ça vienne rentabiliser l'investissement. Et à la fois, on a quand même effectivement la moitié des clients qui sont des nouveaux clients. Donc, c'est génial parce que derrière, c'est des clients qui peuvent aussi découvrir Asphalt et passer à la précommande en ligne. Un truc particulier du retail par rapport à notre modèle initial, c'est qu'on vend du stock en retail, donc à un prix plus cher. Asphalt est une marque qui s'est fait connaître et qui se différencie par la précommande. Ouais. Comment est-ce qu'on justifie le fait que, en boutique, il y ait du stock? Ouais.
En fait, on le justifie principalement parce que c'est ce que nous demandent les clients dans les boutiques. Et donc, on a vraiment cette approche de bon sens et encore une fois, un peu de travail collectif avec les clients. C'est-à-dire, quand on a fait les premiers pop-up stores, il y avait la possibilité de précommander les pièces ou de les acheter en stock. Et en fait, 90% des gens les achetaient en stock. Et puis finalement, c'est vrai qu'on est venu même à un point aujourd'hui où les prix sur nos jeans, par exemple, sont affichés uniquement en stock et même pas en précommande parce que finalement, les clients, ça ne les intéresse pas vraiment. Donc c'est un truc sur lequel on est en train de discuter en ce moment. On se pose la question éventuellement de rendre un petit peu plus présent la précommande en boutique, mais en réalité, effectivement, pour l'instant, les clients, ce qu'ils veulent quand ils viennent dans une boutique, c'est repartir tout de suite avec le produit. Et il y a beaucoup de clients qui ont envie et besoin de cette expérience en boutique. Donc finalement, à la fin, il ne faut pas non plus se poser trop de questions. Le retail, ça permet de toucher des nouveaux clients, de renforcer la relation avec les bons clients. Quand ils viennent en boutique, ils veulent du stock. Il y a un moment, c'est-à-dire que si ça marche comme ça, il faut continuer comme ça, quoi. Après, en revanche, ce qu'on ne veut pas, c'est tordre complètement ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le retail, c'est peut-être, 5% du chiffre d'affaires, un truc comme ça. La vision qu'on a pour les prochaines années, c'est que ça monte à 10-15% potentiellement. Mais en tout cas, on n'a pas une vision là, dans les prochaines années, que le retail, ça devienne 50% du chiffre d'affaires, que le stock, ça devienne 50% du chiffre d'affaires. On n'a pas cette envie-là. On a envie de rester une marque principalement en ligne, principalement en précommande. Parce que, encore une fois, notre mission, c'est de rendre la qualité accessible. Et l'accessibilité de la qualité, dans notre modèle, elle est surtout par le prix précommande. C'est-à-dire que le jean, il est à 99 € en précommande, il est à 139 € en stock, parce que le stock, c'est un modèle différent. C'est un modèle où justement, il y a du stock, il faut gérer ce stock. Et puis, les boutiques, il y a des loyers, il y a des vendeurs, etc. Donc, on s'y retrouve dans les boutiques parce qu'on vend en stock, mais la réalité, c'est que pour nous, l'intérêt, c'est justement que les clients viennent découvrir Asphalt, s'achètent un jean peut-être à 139 € une fois, et après se disent la prochaine fois, si j'ai besoin d'un jean, je le prendrai en précommande à 99 €. L'accessibilité, elle passe aussi par l'accessibilité physique et c'est le modèle que les clients nous ont demandé de faire, encore une fois. Exactement. On a co-créé le modèle retail avec les clients. Ouais, c'est clair. Et effectivement, l'accessibilité, c'est ça aussi. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez... Il faut y aller quand même quand on y pense. Il faut y aller pour se lancer dans Asphalt pour la première fois en ligne. C'est une expérience particulière. On ne peut pas voir le vêtement, on ne peut pas l'essayer. Et en plus de ça, il va falloir attendre 3 mois. Il y a une forme, pour le coup, il y a un truc pas très accessible là-dedans. Alors qu'effectivement, le retail, pour le coup, peut-être que le prix est moins accessible, mais pour le coup, il y a une accessibilité dans l'expérience qui est plus forte. Ouais. Les gros succès de cette année, c'est le web, le retail. Est-ce qu'il y a un produit pour toi qui définit le renouveau d'Asphalt en 2025 ? Ouais, évidemment. Alors cette année, effectivement, elle a été marquée aussi par un lancement stratosphérique. Ça a été la Polaire Wool Pure qu'on a lancée en octobre, mi-octobre, sur la femme et sur l'homme. C'est un produit sur lequel on travaillait depuis de nombreux mois. C'est un produit, pour le coup, qui était Année pas... même. Comment ? Année même. Ouais, quasi 2 ans, ouais. C'est un produit qui n'était pas le plus attendu dans les questionnaires par nos clients, mais c'est un produit sur lequel nous, on sentait qu'il y avait un truc à jouer, notamment parce que on a réussi à développer cette filière d'avoir une polaire qui soit faite en laine mérinos, en laine française en plus, alors que l'écrasante majorité des polaires du marché sont faites en polyester. Donc c'est du plastoc. Certains sont en plastoc recyclé, polyester recyclé, mais voilà, ça reste du plastique. Et donc du coup, on était hyper hypé par ce challenge d'aller faire une polaire qui soit en laine et non pas en plastique. Et pas n'importe quelle laine, puisque c'est une laine qui était mise à la poubelle jusque-là par les coopératives de bergers des Mérinos d'Arles qui n'arrivaient pas à refourguer toute cette laine. Ouais, c'est ça qui est ouf, c'est qu'effectivement, c'est de la laine française et c'est de la laine issue de moutons qui sont en fait des moutons qui sont des races à viande, donc c'est-à-dire que c'est des moutons qui sont élevés plutôt pour leur viande que pour leur laine. Leur laine était envoyée en vrac en Chine et effectivement, là, il y a toute une revalorisation de la filière qui s'est faite. Et donc, nous, le travail qui a été fait, c'est un travail entre un fournisseur et une coopérative pour essayer de créer justement une matière à partir de cette laine qui était balancée à la poubelle ou qui était faite derrière pour faire des isolants, ce genre de choses. Donc effectivement, c'est ouf parce que c'est de la laine française qui était en plus, encore une fois, pas valorisée.
Et donc ça fait un produit qui est magique parce que ça fait un produit qui va à l'encontre de tout ce qui est fait sur le marché et qui pour nous n'a pas vraiment de sens, que tout le monde mette des vêtements en plastique sur le dos, et qui en plus vient revaloriser une filière de laine à côté de chez nous, puisque c'est à Arles en France, c'est pas tout près, mais voilà, c'est pas loin, quoi. 6 heures de train de Bordeaux. Et donc on a même envoyé une équipe effectivement suivre la transhumance des moutons mérinos d'Arles. Donc ça fait un produit franchement exceptionnel et on a été hyper récompensé par l'accueil des clients. Alors, en chiffres, cette polaire, Bah, ça a été ouf parce qu'on l'a lancé, on avait prévu de la matière pour faire 7000 polaires, hommes plus femmes. Et en fait, on a tout vendu, je crois, en 24 heures, un truc comme ça. Donc le jour du lancement, ça a été le plus gros lancement ever d'Asphalt, mais genre x2 par rapport au précédent record. Ça a été vraiment dingue. Et du coup, on a rappelé vite le fournisseur et il nous a dit bah ouais, je peux vous en mettre 4000 de plus, mais juste avec le temps de prod et tout, ça fera une livraison client fin mai. On s'est dit aucun sens de livrer des polaires fin mai. Et en même temps, il y avait une telle demande qu'on s'est dit bah peut-être qu'il y a des gens qui seront quand même intéressés pour la prendre en se disant bon, au pire je l'aurai pour l'hiver prochain dès le début de l'hiver ou pour les soirées d'été, et on s'est dit nous au pire la matière on l'aura déjà pour l'hiver prochain. Et donc on en a repris 4000 et on les a mises en ligne sur le site en mettant un gros bandeau rouge, c'est de livraison fin mai quoi. T'as même tourné une vidéo ici même pour expliquer, pour être sûr que les gens avaient bien capté. Et on a vendu les 4000 supplémentaires en une semaine, un truc comme ça. Donc finalement, en 10 jours, on a vendu 11 000 polaires et on a dû stopper les ventes. Voilà. Et là, on est en train de se poser la question de combien de matière il faut prendre pour l'hiver prochain. C'est pas une question facile, mais voilà. Je trouve que ce lancement, il nous apporte aussi du grain à moudre pour les années futures, parce que parfois on a tendance à se dire, chez Asphalt on fait des classiques, donc une fois qu'on a fait un t-shirt, un pull, un jean, des baskets, qu'est-ce qu'il y a d'autre quoi. Et en fait, en twistant la polaire, en arrivant avec vraiment une innovation marché, eh ben on prouve qu'on a encore beaucoup de chantiers, beaucoup de produits à aller réinventer, quoi. Ouais, carrément. Non, c'est sûr. Et ce lancement, il intervient quelques mois après qu'on se soit dit effectivement qu'on ait vraiment acté dans l'équipe produit le fait que l'innovation matière allait être au cœur de la stratégie produit pour les prochaines années. Le fait d'arriver avec des matières innovantes, c'est un truc extrêmement important. En ça, il y a une marque qui est assez inspirante qui s'appelle Uniqlo qui le fait, mais voilà, c'est pas forcément fait dans les mêmes conditions, les mêmes pays, etc. Mais c'est vrai que cette vision d'avoir des matières vraiment nouvelles, c'est quelque chose de très important. Et encore une fois, on a été extrêmement récompensé par ce premier test sur cette matière qu'on a co-développée avec la coopérative et le fournisseur. Ouais. Qui est une matière nouvelle, mais naturelle. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a fait tout le marketing autour de la révolution de ce produit. Au sens de la révolution, c'est retourner au point de départ, puisque en fait, initialement, pour avoir chaud, les bergers utilisaient la laine de leurs moutons. Et nous, effectivement, cette innovation matière qu'on va pouvoir faire, on va plutôt s'appuyer sur des matières naturelles. Ouais, carrément. Et c'est vrai qu'on a fait un peu la même chose sur la gamme sport, notamment sur le t-shirt, où on est arrivé avec ce t-shirt en 100% mérinos. Et c'est vrai que arriver avec de l'innovation, mais finalement qui n'est pas forcément de la techno, polyester, etc., mais plutôt l'innovation de comment est-ce qu'on fait pour avoir une laine qui fonctionne bien sur un t-shirt de sport ou une laine qui fonctionne bien sur une polaire, bah c'est vrai que c'est le point commun un peu entre ces deux produits. Et je pense que ça trace un petit peu la voie qu'on a envie d'avoir sur cette innovation matière. Ouais. Ça, c'est les joies, les moments de grâce de 2025. Il y a eu évidemment des loupés, des déconvenus pour les clients, des choses qui ont moins bien marché. On peut revenir peut-être un peu sur ce qui s'est un petit peu moins bien passé en 2025 et ce qu'on compte faire pour 2026 pour corriger le tir. Ouais, bah, le premier truc qui me vient en tête, c'est notamment la prod du sac à main. Et globalement, c'est vrai qu'on a eu 2-3 soucis de prod, de retard de prod sur quelques produits importants cette année. Et la prod du sac à main, tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Mais c'est un produit qui a cartonné, qu'on a lancé en janvier 2025. Le premier sac à main femme. Très beau produit, fabriqué en France. On avait trouvé un atelier au Pays Basque. On était hyper fiers. Et puis finalement, l'atelier n'a pas réussi à suivre la cadence. C'est un atelier qui est toujours spécialisé principalement dans la sellerie, voilà, les selles quoi. Et du coup, ils n'ont pas été capables effectivement de suivre la cadence de production. Donc on a dû
trouver un atelier un peu en catastrophe ailleurs en France, parce qu'on voulait que ça reste en France. Et finalement, on est allé bosser avec Orca, qui est un atelier qu'on connaissait bien, parce qu'on faisait déjà de la maro chez eux, et notamment les ceintures. Donc on a réussi à shifter la prod et à garder la promesse d'un très beau sac avec le même cuir fabriqué en France. Mais on a eu 6, peut-être 9 mois de retard pour certaines clientes. Donc ça a été vraiment une cata à gérer. À chaque fois, c'est un énorme stress en interne. Mais à chaque fois, on a quand même un accueil hyper positif des clients, puisque dans ces cas-là, on surcommunique sur qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, etc. Et donc finalement, il y a très peu de clients qui annulent les commandes et ils nous suivent plutôt là-dedans. Mais c'est toujours des moments assez durs et on en a eu d'autres, des soucis comme ça. Et c'est vrai que en plus de ça, de temps en temps, c'est difficile de communiquer parce qu'on n'a pas forcément les bonnes informations, etc. Donc ça c'est un truc sur lequel on a vraiment largement envie de s'améliorer, c'est notre capacité à déjà faire en sorte de minimiser les retards de production et les retards d'attente, mais aussi notre capacité à de mieux en mieux anticiper les communications pour les clients parce que ça peut être hyper déceptif. Donc ça sera toujours un peu le jeu et un des défauts entre guillemets de la précommande, puisque en réalité toutes les marques de prêt-à-porter du monde ont de temps en temps des retards de production. Simplement, pour les autres marques, ça ne se voit pas, puisque c'est juste que les produits arrivent plus tard en boutique. Alors que pour nous, ça se voit, parce que c'est l'attente, dans ce cas, le décalage, c'est le client qui le paye. C'est le jeu, on essaye de le minimiser, mais c'est vrai que cette année, il y en a eu un petit peu trop, et des un peu trop marquants. Donc on a vraiment mis en place des choses pour éviter que ça se reproduise. En 2025, on a envoyé un questionnaire aux clients en leur demandant, selon eux, qu'est-ce qu'on doit travailler en priorité. Et leurs 2 réponses a été à la fois le système de précommande et le style de nos vêtements. Ouais. Donc en 2026, ça doit être nos priorités. Mais qu'est-ce que tu as à répondre sur ces 2 sujets ? D'abord, le sujet de la précommande et de l'améliorer le système. Ouais, c'est sûr que réduire les délais de livraison, c'est un des gros enjeux pour nous dans les prochaines années. Et donc là, on attaque des gros projets on va commencer par les éternels, et là, on commence par le t-shirt. Et l'enjeu principal, c'est d'arriver à cadencer un petit peu plus nos productions pour faire en sorte que justement on lance pas une production mensuelle de t-shirts mais plutôt potentiellement 4 productions par mois pour réduire de 2-3 semaines les temps d'attente pour nos clients. Donc ça c'est une des idées. Il y a d'autres idées qui sont dans le pipe, mais voilà, en tout cas on est en train de se creuser la tête pour essayer de réduire les délais d'attente pour que l'attente soit moins longue, mais aussi pour qu'on livre dans une meilleure saisonnalité. Je pense que ça va faire une grosse diff pour les clients. Les nouveaux clients ne se rendront pas compte, mais seront peut-être plus aptes, plus à même à passer une précommande chez nous si la date de livraison est un petit peu plus proche qu'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr que ça peut être que positif. C'est juste que c'est extrêmement complexe à mettre en place. Sinon, évidemment, on l'aurait fait depuis 9 ans. Donc là, on commence à avoir les armes et les volumes pour le faire, mais c'est pas gagné, quoi. C'est pas facile à faire. Et sur le deuxième sujet qui est le style des vêtements, c'est vrai que chez Asphalt, notre objectif, c'est pas de faire de la mode, mais c'est de faire du bon vêtement. Et donc, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut insuffler un petit peu plus de style ? Ouais, en fait, le style, c'est quand même un sujet qui nous parle depuis le premier jour. C'est-à-dire que je pense qu'on l'a beaucoup exprimé, notamment à travers le stylisme photo. Aussi à travers les produits, même s'il y a toujours eu cette approche de faire des produits assez simples, une forme de minimalisme. Mais on a toujours cherché à donner quand même du caractère à ces vêtements. Par des petits détails, par le puller du zipper, par un point de tricot, etc. Mais là, effectivement, on a envie d'insuffler encore plus, de signer encore plus nos pièces. On sent que c'est un besoin de nos clients, comme tu le disais, une volonté d'aller dans des coloris un peu différents, etc. Et ça fait un moment qu'on nous dit ça, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est pas toujours facile à mettre en place. Mais là, on a un petit peu réaligné les choses en interne aussi pour tous se dire, OK, il faut aussi qu'on se fasse un petit peu plus confiance. Il faut aussi que on prenne un petit peu plus de risques de temps en temps sur certaines pièces. Et qu'on aille dans le sens de ce que veulent nos clients, c'est-à-dire que il y en a beaucoup qui sont là depuis un moment, qui sont contents d'avoir tout leur classique du vestiaire avec nous, mais qui seraient aussi très contents d'avoir des pièces un petit peu plus fortes chez Asphalt. Donc on a cette ambition effectivement de monter la part de pièces fortes chez Asphalt, et donc une pièce forte, ça peut être un coloris d'un t-shirt, mais ça peut être aussi une veste avec un design un peu plus particulier, sans se perdre évidemment, puisque notre mission, c'est la qualité évidemment, et c'est aussi les vêtements intemporels. Mais même en restant dans ces contraintes-là, on peut s'amuser et on a envie de s'amuser. Excellent. Ça réserve des belles surprises pour cette année, je peux vous dire.
Ça va être très très beau le vestiaire qui vous attend. On a parlé du style, on a parlé du système de précommande. Maintenant, c'est quoi les grands projets qu'on a envie de mettre en place pour 2026 ? Le projet principal, c'est toujours le même depuis les dernières années, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est avant tout sortir des nouvelles pépites, créer des super nouveaux produits. Ça reste quand même toujours le cœur de ce qu'on a comme objectif dans toutes les équipes. Tu peux lâcher quelques bangers. Qu'est-ce qu'on a comme banger là dont on pourrait parler ? Sur la femme, on a le premier maillot de bain qui arrive, donc ça va être une bonne folie. On a aussi des sandales, 2 modèles de sandales qui vont arriver, qui vont être un gros lancement, une gamme sport aussi qui arrive chez la femme. Donc ça va être la folie. Le retour de la wool pure, évidemment, ça sera sur la femme comme sur l'homme. Et sur l'homme, alors vas-y, aide-moi, c'est quoi déjà les gros trucs là cette année ? Attends, je pensais aux lunettes de soleil, mais on les a un peu décalées. Finalement, on a été obligé de les décaler à 2027, donc là on est sur un méga teasing. Non, si, on a de la texture qui arrive. Ouais, tout à fait. On a 2 pièces très 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 folles pour cet été là qui arrivent, un t-shirt et une chemise dans des matières vraiment exceptionnelles. Ça fait partie aussi justement dans cette volonté d'apporter des matières un petit peu plus riches avec un peu plus de relief. Là, ça arrive cette année, on va avoir des belles choses qui vont arriver. On va avoir une jaquette en cuir à la fin de l'année. Et puis après, il va y avoir la collection des 10 ans, mais c'est ta question d'après, je pense. Tout à fait. En 2026, ça va faire 10 ans qu'on a construit Asphalt. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, déjà, que Asphalt ait 10 ans ? Déjà, c'est passé très vite, que ça fait 10 ans, mais j'ai l'impression que c'est que le début, et en tout cas, trop chaud pour refaire au moins 10 ans de plus. Et puis voilà, et effectivement, une forme d'entrée dans une nouvelle dimension pour ces 10 ans, et une volonté de s'inscrire vachement plus dans la durée. C'est-à-dire que je pense que là, les premières années, on se lance, on ne sait pas trop où on va, etc. Et là, maintenant, c'est vrai que, en tout cas, à titre perso, j'ai une projection vachement long terme chez Asphalt, et ça me permet aussi de m'ancrer beaucoup plus. Et maintenant, je suis assez convaincu qu'on est là pour construire une marque sur plusieurs décennies, voire un siècle peut-être, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on a prévu pour ces 10 ans ? Et pour ces 10 ans, on a prévu franchement un truc qui va être exceptionnel. On va faire donc une collection femmes-hommes. Ça va être quasiment les mêmes pièces chez l'homme et la femme. Ça va être très très beau. Et l'idée, c'est de reprendre les pièces iconiques du vestiaire Asphalt des 10 dernières années, et de les twister, de leur donner un caractère, et un petit peu de les magnifier, quoi. Et donc du coup, est-ce qu'on doit tout dire, vraiment ? Non, on ne doit pas tout dire. Hein. Ouais, non. Mais on peut peut-être s'arrêter là pour le teasing. Exactement. Donc voilà, en tout cas, il y aura des iconiques d'Asphalt, mais revisités, hommes, femmes, et puis quelques petites surprises aussi en plus. Voilà. Ouais. On vous en dit pas plus. On n'a pas parlé de retail et des boutiques. Donc là, on cherche effectivement des nouvelles boutiques pour 2026. Parce que je le disais tout à l'heure, ça marche bien à Bordeaux, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas non plus à Lille, à Lyon et tout. Et donc, on nous attend là-bas aussi. Donc là, on cherche. En réalité, ça fait un moment qu'on cherche à Lyon. Pour l'instant, on ne trouve pas. On est assez chaud sur Lille en ce moment. Il paraît que Lille, c'est la folie. Donc voilà, donc on cherche des nouvelles boutiques. On a un projet d'une 2e boutique aussi à Paris qui avance pas mal. Et puis voilà, des nouveaux produits, des nouvelles boutiques. Pour l'instant, c'est ça le plus important pour l'année prochaine. Ça va être Asphalt 2026 et ça va être la folie. Est-ce que tu as un mot que tu aimerais dire à nos clients ? On vit une aventure assez dingue, tous les deux, mais avec toute l'équipe. Et voilà, évidemment, sans les clients, ça ne serait pas là. Donc merci de nous soutenir, merci de nous aider à nous guider aussi à travers les retours que vous faites sur les produits, mais aussi les retours que vous faites partout, parce qu'on parlait de questionnaire de satisfaction. En réalité, on en fait aussi dans beaucoup de points de contact avec vous, notamment après vos passages en boutique. Donc c'est comme ça aussi qu'on a amélioré l'expérience en boutique. Je pense que entre le premier pop-up et la dernière boutique, il y a un monde d'écart, et il y aura encore un monde d'écart dans les prochaines. Donc voilà, merci de nous aider à construire la marque, merci de nous soutenir en étant client chez Asphalt, et puis on espère que vous serez encore là dans 10 ans et peut-être dans 100 ans. Inch. Évidemment, on aimerait remercier aussi nos partenaires et l'équipe qui travaille jour et nuit pour satisfaire vos moindres besoins vestimentaires, évidemment. Vous l'avez compris, c'est grâce à votre aide que Asphalt grandit, et on a encore besoin de votre aide comme d'habitude. Si vous avez quelques minutes, voilà un petit questionnaire pour nous aider à améliorer la stratégie sur 2026. Ça dure 3 minutes et ça nous aide énormément. Le lien se situe quelque part. Voilà.
On vous remercie du fond du cœur et on espère vous revoir l'année prochaine. Prenez soin de vous pour cette belle année 2026 et à très bientôt. Merci à tous et bonne année.